On va en parler de ce documentaire. Mhm. Il va sortir dans quelques jours. Il y a une projection dans 2 jours, je crois. Oui, il y a Tout à fait, vendredi à 20h. Voilà, au Club de Il y a l'Étoile. encore Club de quelques l'Étoile. places. Il y a encore si des vous places. voulez Venez au venir. cinéma. Franchement, venez nous Voilà. rejoindre. C'est la première fois que c'est officiellement projeté en France. Donc là, on a trop hâte. Ouais, carrément. Donc vendredi 20h au Club de l'Étoile à Paris. Donc vous êtes allé à la rencontre de 5 travailleuses du sexe Mhm. qui racontent un peu leurs expériences et les différentes facettes. Mhm. Ouais. Juste, comment ça s'est passé déjà, comment vous avez décidé de lancer ce projet? C'est ta faute. C'est de la faute de Prune. Ouais, en fait, ça s'est fait petit à petit. Je pense que l'idée, elle était là depuis un moment, mais on s'en parlait un petit peu à demi-mot. Ce serait bien qu'on fasse un documentaire sur le sujet, etc. Et en fait, ce qui a accéléré la chose, c'est vraiment suite au premier confinement. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont mis à OnlyFans, Mime et ces plateformes-là. Et donc, beaucoup de journalistes qui ont commencé à traiter le sujet de façon, pas super. Enfin, c'est-à-dire que soit c'était Avec des très... raccourcis, j'imagine. des raccourcis, soit c'était glamourisant, soit c'était fétichisant, soit c'était diabolisant. Enfin, il n'y avait pas de juste, on se retrouvait pas en fait dans ces discours-là. D'accord. C'était soit regarder ces TDS qui se font 10 000 € par mois avec les photos de leurs pieds, ça n'existe pas, personne ne Comment fait ça? ça. Je crois que c'était super simple. Bah oui, non, en Ah là fait, là. voilà, la réalité est tout autre. Et donc, en fait, je lui ai montré le fameux, enfin, c'était un documentaire, je crois, sur France TV Slash de Ouais. Hugo Clément. Absolument, ouais. Qui avait interviewé des TDS, etc. Et bon, j'ai envoyé à Carmina en disant, regarde, ça va pas du tout, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose et que ce soit genre notre parole, vraiment qui soit entendue, écoutée, et qu'on la revendique. Et on s'est dit, bon, bah vas-y, allez, on le fait. Donc on a lancé un Ulule. Bon, on n'a pas eu 200 000 €. On a eu 10 Bien fois aimé. moins. Donc, on a fait un documentaire avec 18 000, 17 000 Ouais, je crois qu'avec la euros. deuxième partie du crowdfunding qu'on a fait plus tard, il me semble qu'en tout, on a eu quelque chose comme 25 000 €. Ouais. Ce Ce qui est qui, honorable. ouais, mais pour un pour faire un documentaire, Non, alors, pour un c'est- documentaire, on c'est sait que Tu veux ridicule. payer on sait que c'est tout le très monde peu, bien. bien sûr. Voilà. Parce qu'en fait, le budget moyen d'un documentaire, on va dire de cette taille, ça va être plutôt dans les 250 000. Donc, Oui. donc oui, c'est. Mais bon, et au final, on l'a fait. Donc, Au final, on donc, l'a du coup, fait. c'est cool. On a dû choisir, on voulait interviewer 5 personnes. En fait, le principe du documentaire, c'était de se dire, ces personnes-là ont une présence en ligne et incarnent un personnage. D'accord. C'est qui derrière le personnage et que font ces personnes au quotidien? C'est quoi une journée type? C'est pour montrer, en fait, on allait s'en rendre compte assez vite que le quotidien, c'est passer 2 heures à faire sa comptabilité, préparer ses lumières, se maquiller, répondre aux clients, etc. Et qu'au final, effectivement, la partie création de contenu, c'est 1%, 5% peut-être de ta journée. Pour montrer qu'en fait, on n'est pas juste tu te poses dans ton lit, tu fais une photo de tes pieds et tu gagnes 10 000 € par mois. C'est Je suis très plutôt, voilà, Ah ouais. c'est Ça plutôt. serait super si c'était comme ça, mais c'est pas. Gagner de c'est pas l'argent le cas passivement en restant chez vous sur Internet, bien sûr. Voilà. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de gens qui arrêtent assez vite. Mais en fait, je fais aussi le parallèle beaucoup avec Twitch et YouTube. Il y a vraiment énormément de gens qui se lancent parce que ça fait Bien un sûr. petit peu rêver. Le côté gagner de l'argent en jouant aux jeux vidéo Bien sûr. ou en vendant des photos de pieds de chez soi, tu te dis mais c'est tellement le bon plan. Voilà, c'est ça. Et en fait, souvent, tu commences, tu te rends compte que si tu n'as pas de fanbase, en fait, tu vas pas recevoir 10 000, mais plutôt 10 balles d'un gars random qui t'a trouvé, on ne sait pas comment. Ouais. Et en fait, tu vas passer des mois, voire des années à juste construire une communauté. Et avant de pouvoir en vivre, si tu arrives à en vivre un jour, il va se passer un nombre d'heures pas payées incalculable, devoir se mettre au chômage ou quitter son travail parce qu'en fait, tu te rends bien compte que tu peux pas faire les deux. Avant de regarder le documentaire, j'avais lu pas mal de papiers notamment sur les télétravailleurs et télétravailleuses du sexe. Et il y a quelque chose qui m'avait frappé, c'est que en mettant en parallèle un podcast qui a interviewé des prostituées de la rue Saint-Denis, donc on va dire très old school, très l'image qu'on a, un peu l'image d'Épinal de la prostituée qui fait le tapin dans des rues un peu sombres, etc. Et on a été voir un Ask Reddit, donc c'est des gens sur la plateforme Reddit qui se posent des questions sur pourquoi vous payez pour OnlyFans. Et en fait, dans les deux cas, c'était très rarement de la libido et du sexe. Dans le cas de cette interview de cette prostituée de la rue Saint-Denis, elle disait en fait c'est des mecs qui viennent exciter, puis en fait à la fin ils sont en pleurs sur mes cuisses, et puis en fait ils se livrent à moi comme si j'étais leur psy. Oui. Et sur Reddit,
limite, c'était des gens qui disent en fait, je veux juste avoir un peu d'attention et d'échange humain avec quelqu'un qui, même si je paye, et je sais que je paye, et encore une fois, personne n'est dupe, va me dire bonsoir en rentrant du boulot, va discuter avec moi, etc. etc. Ça m'avait vraiment frappé. Et dans l'autre mauvais côté aussi, on le voit un moment dans un extrait où il y a une de vos intervenantes qui dit des fois, il y a des connards qui arrivent dans le chat, des clients, et qui, au bout de 10 minutes, dans le chat, disent « God-toi » de manière un peu autoritaire, sans aucune, comment dire... considération ou échange derrière, et qui en plus vont vouloir t'humilier au bout en se faisant rembourser, en te laissant un mauvais avis. Et là, on parle aussi encore une fois plus de domination ou d'humiliation que de misogynie, encore une fois. Et de misogynie, bien sûr, que de libido. J'ai l'impression que dans le travail du sexe, il y a tellement beaucoup de choses. J'ai l'impression que le sexe apporte quelque chose, mais qu'en fait, il y a d'autres enjeux autour, quoi. Ah, complètement. De l'écoute, du social, du compagnonnage, de la psychologie. Depuis toujours, moi, j'ai vraiment compris dès les premiers... je me souviens les premiers shows Chaturbate que j'ai fait il y a 10 ans. Ça nous rajeunit pas. C'était vraiment ça. J'ai compris qu'en fait, le sexe n'était pas important dans l'histoire. C'est juste. C'est ce qui ramène les clients peut-être au début. Ou les gens. Ou c'est parce qu'en fait, c'est un intérêt commun. La même chose que Twitch, en fait, l'intérêt commun, c'est le jeu vidéo. Moi, l'intérêt commun, c'est en fait, vas-y, le sexe, une recherche d'intimité au sens large, en fait, que ce soit sexuel ou que ce soit humain. C'est plus de l'intimité. Tu peux avoir de l'intimité juste en parlant 4 heures et en rigolant avec quelqu'un. Twitch. Donc oui, exactement. Mais tous les shows Chaturbate, je me souviens j'allais dire à la grande époque, mais parce que oui, Chaturbate, ça a changé. Les plateformes OnlyFans ont beaucoup changé le paysage, mais je sais que oui, Chaturbate, moi, les 3 quarts du temps, c'était je faisais semblant de chanter dans un faux micro du karaoké pendant 2 heures. Alors à poil certes, mais au final, c'est l'intérêt commun. C'est l'intérêt commun, c'est ça. Ouais. C'est vraiment juste l'intérêt commun. C'est en fait on se retrouve, parce qu'en fait il y a tellement de streamers, de streameuses, de créatrices de contenu, de camgirls, de camboys qu'en fait on trouve la personne qui correspond. Et en fait là où on retrouve la personne, ça va être justement dans ces intérêts communs là en fait. Ouais. Est-ce que je suis plus quelqu'un qui va aimer les gens créatifs? Est-ce que j'aime bien les gens qui rigolent? Est-ce que j'aime bien les gens qui sont sérieux? Est-ce que j'aime bien les gens qui font du jeu vidéo? Voilà. Et c'est là où j'ai suivi un peu une autre différence, parce que on a vraiment l'impression dans ce documentaire qu'effectivement les TDS sont des freelances comme les autres. À 100%. Dans 95% des cas, on pourrait enlever OnlyFans et mettre Twitch, et effectivement ça marcherait. Il y a un cas qui m'a un peu plus interpellé, c'est donc on parle beaucoup de parasocial. Donc encore une fois, maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui sont publics, influenceurs, influenceuses, créateurs, créatrices, etc., et qui ont une communauté, il y a des gens qui se mettent à s'attacher à la personne, à des fois la connaître ou penser mieux la connaître qu'elle n'est, et puis commencer à avoir des rapports amicaux, voire plus qu'elle projette. Donc le fameux parasocial. Et là, j'ai vu que il y avait aussi du parasocial. Il y a aussi une forme de parasexuel, j'ai envie de dire, où effectivement il y a des gens qui projettent des fois dans certains échanges presque des relations de couple ou des relations de un peu de girlfriend experience, etc. Est-ce que c'est des différences aussi parce que je cherche des différences, parce que j'ai vu quand même beaucoup de points communs dans il y en a pas, hein, c'est juste dans la création de contenu autour du sexe ou pas. Toi t'as mis un t-shirt, mais en fait non, c'est pareil. D'accord. En fait en fait c'est une recherche de... En fait, le truc, c'est qu'on a plein de personnes qui viennent de passage. Je pense, encore une fois, comme Twitch, il y a des personnes qui viennent une fois et qui vont regarder le contenu une fois. Et en fait, il y a des personnes qu'on retrouve tout le temps. Et donc, c'est là où il y a effectivement un lien qui se crée, parce que c'est des personnes qui vont revenir, qui vont nous acheter plusieurs vidéos, qui vont nous commander plusieurs shows webcam. Et du coup, en fait, il y a forcément une forme de relation qui se crée. Et là, encore une fois, je nie pas du tout que c'est pas parce qu'en fait, on paye pour le contenu qu'en fait, il n'y a pas une vraie relation. Parce qu'au final, moi, j'ai des personnes, je sais qu'elles me suivent depuis 10 ans, et donc c'est des gens que je retrouve depuis 10 ans, qui continuent, qui sont abonnés à ma plateforme, soit OnlyFans, soit Mime, soit à mon site Carré Rose Film. C'est des gens qui du coup, on a un peu genre évolué ensemble, et je sais un peu ce qu'ils aiment, je sais ce qu'ils aiment pas, je sais ce qu'ils vont avoir envie que je leur propose comme contenu, je sais ce qu'ils vont pas avoir envie. Donc il y a quelque chose qui se forme de toute façon avec les personnes qui reviennent souvent, et puis des fois ça va être juste des gens qui viennent une fois, qui s'abonnent pendant un mois ou on sait pas, et puis s'ils ont trouvé leur compte, super, et s'ils n'ont pas trouvé leur compte, il y a sûrement une autre personne qui va plus leur correspondre, et c'est comme ça. Il y a ça, et puis sur les live Chaturbate, il y a aussi eux-mêmes, ils ont des relations entre eux. Ensemble, c'est-à-dire que eux se connaissent. Enfin, moi, je sais que j'ai, quand je fais un live, il y a
un socle de 20 personnes peut-être qui viennent à chaque fois. D'accord. Et eux se connaissent et chacun a, logique, sa personnalité, mais il y a vraiment un qui fait le clown à chaque fois, il y en a un qui, voilà, qui est un peu plus sérieux, etc. Donc on recrée des structures collectives Et assez c'est ça, classiques et à chaque fois. eux-mêmes voilà, se connaissent, se reconnaissent et ça leur donne, c'est le bistrot du coin, quoi. Vraiment, c'est un lieu de rencontre où tu te retrouves, où voilà, tous les samedis, je sais pas, on se connecte et puis c'est un moyen de se retrouver. Ça, en fait, en vrai, c'est un réseau social. C'est un réseau social. OnlyFans, c'est un réseau social, c'est juste sauf que qu'il y a des un fois, paywall, quoi. voilà. OnlyFans, moi je parlais plus de chat sur Oui, web, bien mais, sûr aussi. parce qu'OnlyFans, justement, tu n'as pas vraiment ce lien où les gens se parlent entre eux, vu que c'est OnlyFans, il n'y a pas de live sur Twitter OnlyFans en fait. Il y a des lives Twitter aussi un petit peu, mais c'est pas vraiment fait pour ça. c'est pas vraiment fait pour ça. Les personnes qui sont mis en, enfin pas qui sont mis en scène, qui témoignent dans tes TDS, c'est marrant parce qu'elles ont des approches assez différentes sur le fait de vouloir bien séparer les activités, de vouloir le porter encore une fois comme point levé, j'ai envie de dire, que ce soit au niveau personnel avec cette jeune maman ou au niveau professionnel. Mais c'est vrai que comme tu le dis, toi maintenant, tu es une TDS publique parce que le métier de TDS vous force à être public sur des réseaux sociaux et il faut exister sur beaucoup de réseaux sociaux en même temps, constamment, parce qu'on est tous dans l'économie de l'attention. Le terme est affreux, mais et en il est plus, réel. nous, on a vraiment le shadow ban en plus. Donc en fait, nous... Et la censure et la suppression des comptes arbitraires qu'on subit de plein fouet, quoi. Tu tapes mon pseudo, tu trouveras pas mon compte. Il faut que tu fasses des recherches avancées pour trouver mes comptes parce qu'en fait, je suis shadow ban complètement. Instagram, il nous masque en fait aux autres utilisateurs. C'est vrai que quand j'ai tapé Prune pour te mettre dans mes stories, Prune photo, Prune delete arrivait directement, mais Prune modèle n'est jamais arrivé. Il fallait que je tape entièrement et les slider jusqu'à la fin du truc. Une question par rapport à ça. J'ai lu qu'il existait grosso modo un shadow ban dont tu peux changer le setting sur la politique sur Instagram. J'ai découvert ça hier. Tout à fait. Vous avez une case à cocher, vous aussi, ou c'est vraiment shadowban? Il y a alors surtout sur X, pardon, sur X, anciennement Twitter. T'as vraiment la vieille. On peut dire Twitter, on peut dire. Oui, vraiment, en fait, vraiment Twitter, c'était ma vie avant et maintenant je suis si triste. Mais sur Twitter, donc il y a cette case où en fait il faut préciser qu'on a du contenu sensible. Mais en fait, le truc c'est qu'on pensait que ça allait nous aider entre guillemets. Mais en fait non, c'est pire. C'est juste toi tu fais du contenu sensible, bah toi vraiment t'es shadowban. Donc en fait ça n'aide pas. Oui, c'est signale-toi pour ne pas réussir sur cette plateforme. Et sur Instagram, de toute façon, tout le contenu, j'allais dire adulte, mais même pas, genre un tant soit peu suggestif ou érotique est absolument interdit. La nudité est interdite, même pendant un moment, la nudité politique ou la nudité médicale était complètement interdite. Donc de toute façon, tu peux pas, y a pas de, en fait c'est interdit, ça n'existe pas, quoi. Après avoir enfin accouché de documentaires, enfin vous pouvez le projeter, le montrer. Ça vous a donné envie d'en faire plus et d'aller chercher plus loin? Ça va attendre la réaction des gens? Ou est-ce que vous avez dit c'était cool de l'avoir fait, mais... Ouais, je pense qu'on n'est pas d'accord, qu'on n'a pas le même vécu déjà, ni avant, ni pendant, ni après le documentaire. Moi, je sais que j'en avais déjà fait un en 2017. Alors, je l'avais pas réalisé, mais j'avais participé activement à la création en fait d'un. Il doit être en ligne d'ailleurs, ça s'appelle Amateur Professionnel et c'était sur la webcam en fait. Donc parce que c'était à l'époque où c'était la webcam et c'était un peu avant les plateformes. Et en fait, moi déjà quand j'avais fait ça, je m'étais dit genre mais trop bien en fait, j'ai envie parce que j'ai toujours eu ce côté un peu journalistique et puis de vulgarisation, de combattre un peu le stigma politiquement. Donc moi je sais que j'en avais déjà fait un, j'avais envie d'en refaire et le fait d'avoir fait celui-là, je me suis dit en fait j'ai vraiment adoré l'exercice, mais c'est hors de question que je refasse un documentaire où il n'y a pas d'argent comme ça, quoi. C'est pas possible. Moi, là demain, si tu me dis vas-y, je te donne 200 000, 300 000 euros pour faire un film, et je ferai mais oui, mais par contre, c'est tellement de travail, j'ai tellement l'impression, encore une fois, d'avoir donné de ma personne, donné de mon expérience, donné de ce que les 10 ans de travail du sexe m'ont apporté pour en fait que financièrement et peut-être même professionnellement, ça m'apporte rien, si ce n'est la satisfaction de vraiment avoir fait un bel objet et que je sais que ça va aider beaucoup de gens dans leur réflexion et tout, mais en fait malheureusement ça dans le capitalisme ça n'aide pas. Et donc personnellement et d'un point de vue militant c'est quelque chose qui te satisfait, mais il manque là ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce projet, on s'est pas payé en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc je sais pas toi, mais il me semblait que tu avais dit que non, toi plus. Non, pas du tout. Moi j'ai adoré réaliser, juste effectivement sans argent c'était dur, très difficile.
Surtout que ça nous a mis un peu peut-être des limites. Enfin, peut-être qu'il y a des idées qu'on avait eues, j'ai pas d'idées en tête là, mais des choses qu'on voulait mettre en place qu'on n'a pas forcément pu, ou c'est juste peut-être travailler avec plus de personnes et en fait on a dû être hyper restreinte, etc. Donc ouais, moi j'ai adoré les 20 000 exercices qu'on a. Enfin, j'ai appris vraiment beaucoup de choses sur la réalisation du documentaire. Et j'aimerais trop en refaire, mais vraiment pas de manière bénévole comme ça. C'était beaucoup trop intense. Et j'imagine que les diffuseurs, ça marchera pas. Parce qu'on voit que notamment des diffuseurs traditionnels, mais sont un peu plus ouverts en ce moment sur d'autres sujets. On pense à Arte, à France Télé Slash. Toi, tu travailles avec Arte Tu travailles avec Arte notamment, ou avec France Télé Slash. Mais en fait, on a été approché par des chaînes, etc., pour nous aider un peu à la production. Mais le problème, c'est que nous, on voulait parler de notre sujet comme on l'entendait et avoir full liberté. Et on voulait s'entourer aussi. Toute l'équipe technique, c'est des personnes, femmes, non-binaires, TDS, etc. On peut montrer, Zoé, le site de TDS, avec l'équipe qui est derrière. On est en non-mixité, TDS ou de genre. Ou LGBT ou queer. Parce qu'en fait, pour nous, c'était super important. Parce que, pour donc c'est un travail militant, même derrière la caméra. Comme on le disait, en fait, c'est toujours les hommes qui disent, qui font, qui montrent. Et en fait, nous, on a surtout sur un sujet comme ça, on voulait vraiment être entourés. Voilà. Donc, merci vraiment beaucoup. Le côté devant et derrière la caméra, c'est aussi autant de gens payés par la production de ce truc-là, etc. Bien sûr. Oui, parce que pour le coup, nous, on ne s'est pas payé parce que justement, en fait, on a donné tout l'argent aux personnes qui ont travaillé avec nous. Bien sûr, c'est ça. Ça fait nos entrepreneurs de gauche. C'est ça, mais bon, du coup, le loyer... Voilà. Et Loïc est un petit peu derrière. Mais donc on est content parce qu'on a même eu, du coup, on a eu plein de personnes super qui sont qui viennent soit du TDS, soit qui ont déjà un pied dedans, soit qui sont LGBT, soit l'ensemble. Une musique originale aussi composée par quelqu'un qui est lui-même activiste, TDS, militant, politique, super engagé. Et en fait, on est content d'avoir une équipe super diverse, Mais du coup, les chaînes, ça leur plaisait pas parce qu'on était déjà très installés sur qu'est-ce qu'on voulait comme type d'équipe de production. Et donc le fait qu'ils puissent pas rajouter un peu de eux, ça les intéressait pas. Et donc si on voulait rester indépendante totalement sur à la fois l'équipe, à la fois les propos, à la fois ce qu'on voulait montrer, en fait on pouvait pas. Ça aurait pas été le même projet. Ça aurait pas été le même documentaire, c'est sûr. C'est ça. Là en fait on l'a vraiment fait à 100%. En fait, toutes les décisions, en gros, nous revenaient à toutes les deux, et on l'a fait le plus possible en collaboration aussi avec les personnes qui ont apporté leur savoir, leur technique et leur vision. Mais du coup, on est resté 100% indépendante, quoi. Après, bon, s'il y a des chaînes qui veulent l'acheter, des cinémas qui veulent le diffuser, des distributeurs qui veulent le distribuer, mais franchement, faisons comme ça. Allons-y. Ça, en festival, on n'a pas trop peur parce que je sais en tout cas que moi, je travaille beaucoup dans des festivals de films porno. Donc c'est des festivals, vraiment, s'il y en a dans les villes à côté de chez vous, n'hésitez pas à y aller. Donc en général, c'est les grandes capitales quand même, mais c'est des festivals qui vont être vraiment sur le même principe que les festivals de films de court-métrage, le festival de films fantastiques, etc. Sauf que c'est sur le porno. Et donc on découvre plein de pépites indépendantes de tous les styles. Soit ça va être créatif, ou de l'animation, ou de la fiction, ou de la science-fiction, ou même des thrillers, des pornos qui font peur et tout, plein de choses. Donc c'est une mine de créativité. Et c'est des festivals qui diffusent aussi des documentaires. Donc on sait que tous ces festivals-là, ils vont diffuser Télétravail du sexe, il n'y a pas de problème. Il a déjà été diffusé au Porn Film Festival à Bruxelles. Il a été diffusé à Barcelone aussi dans le cadre d'un cycle sur le travail du sexe. Cet été, il sera au Porn Film Festival de San Francisco. Il vient de passer au Porn Film Festival de Varsovie. On a de grandes chances de passer également au Porn Film Festival de Barcelone. On est sélectionné au Porn Film Festival de Berlin. Donc dans les festivals, on ne s'inquiète pas. Dans les festivals en plus dédiés. Oui. Mais effectivement, est-ce que vous allez sortir, vous allez pouvoir casser cette bulle? Nous, on veut ça. On veut que ce soit des gens qui ne sont pas déjà familiarisés avec avec le métier et avec le secteur, en fait, qui voient ce festival. Donc, on est en recherche aussi de... c'est pour ça, vraiment, si quelqu'un veut le diffuser... Dans le chat, il y a Bass MLV qui dit « Bolloré, rends-toi utile ». Je ne sais pas si Vincent Bolloré sera le diffuseur naturel. Salut les petites mes fanzouzes. Avec toutes les réserves qui incombent, puisque cette année encore, ça n'a pas été clean au niveau du Frame Festival.
Frames serait un endroit. Oui, le Frame aurait pu être un endroit. Pour casser un premier palier et arriver ensuite, vu que la prog du Frames va dans le bon sens, contrairement à d'autres trucs, pour arriver sur la création Internet, dans laquelle ça s'inscrit aussi, en fait. Oui, parce que vous êtes une facette de la création Internet que les autres. Bien sûr. Donc on espère ça, on espère vraiment que ça va un peu bouger. On va essayer de faire une grosse campagne de promotion un petit peu maintenant. Oui, le dernier point, c'est le moment de blog. Alors, merci à Berbel et Omodo de mettre les liens dans le chat. Il y a une projection dans 2 jours pour revenir au Club de l'Étoile à Paris. Ouais, au Club de l'Étoile à Paris, c'est à côté de l'Arc de Triomphe. C'est ça, vendredi 20h. Vendredi 20h, la billetterie est déjà en ligne. Et je sais qu'il y a déjà. Il y a une rencontre avec l'équipe. Il y aura, nous on sera là. Il y aura des personnes un peu de l'équipe technique aussi qui sera là. Et normalement, il y a au moins, il me semble, Petite X Sirène qui sera parmi nous vendredi. Et puis, pareil, si jamais il y a des journalistes, des influenceuses dans le chat, on a également une petite projection presse demain. Donc, si des gens veulent des invitations, je crois qu'il nous en reste quelques-unes. Et où est-ce qu'on peut voir le film sinon? Eh bien, il va sortir en VOD. En VOD, à Zap. C'est Prune qui nous concocte ça. Oui. Un pay-per-view genre Vimeo, un truc comme ça Eh bien, justement, non. Encore une fois, obligé de tout faire en indépendant. Non, mais on fait maison, ça va. Voilà. D'accord. J'ai recodé moi-même un lecteur vidéo. C'est vraiment exactement ce qu'on a fait. Ça va, j'étais dev. Je peux faire. Donc, juste acheter la bande passante, simple aussi. Ouais, voilà. Donc là, c'est les places pour réserver le cinéma, donc vendredi 5 juillet à 20h. Et donc, on est vraiment là. Dès qu'on a fini ici, on va retourner coder les petits trucs pour qu'on puisse avoir la VOD qui sort en même temps. Donc, franchement, Inch'Allah, demain ou après-demain, ce sera dispo en VOD. Sachant que. En fait, l'argent de la VOD, ce sera plus ou moins le seul argent que Prune et moi on va toucher. Donc, si vous voulez nous aider à compenser ces 3 années de travail bénévole, il faudra en parler à tous vos amis, à votre famille et surtout aux personnes qui n'y connaissent rien, parce que nous, on veut ça.